Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, il est 12 heures et c'est pour nous le temps de participer à ce webinaire sur l'intelligence artificielle et les bonnes pratiques pour votre métier en 2026. Alors, avec moi aujourd'hui, Jean Bouvier, qui est cofondateur de Bonjour à Trési. tous. Voilà, merci Jean de participer à ce webinaire. Et bah, très vite, nous allons rentrer dans le vif du sujet. On va simplement rappeler quelques consignes pour que ce webinaire se déroule du mieux possible. Quand vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas à passer par le petit module questions et réponses, puisque nous ne pourrons pas interagir avec vous durant ce webinaire. C'est très important. Et surtout, restez bien avec nous jusqu'à la fin. Il y aura une petite surprise. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon webinaire. Et Jean, je te dis, go, c'est à toi. Merci Mylène. Bonjour à tous et ravi de pouvoir échanger aujourd'hui autour de la manière de bien utiliser l'intelligence artificielle dans un contexte professionnel et tout particulièrement dans le métier de la gestion de patrimoine. Pour ma part, j'ai une expérience d'une vingtaine d'années, 25 ans dans le secteur de la banque et de l'assurance, avant de créer avec Sonia Lauter Trési en 2020 au service du conseil en patrimoine, des métiers de l'immobilier, du courtage de crédit, de la banque privée. Alors, ce qu'on a au menu aujourd'hui, c'est pas la pratique concrète, c'est un préambule avant une formation qui aura lieu début février et qui consiste à faire un certain nombre de rappels sur tout d'abord ce qu'est l'intelligence artificielle et ce qu'on peut en attendre et comment elle est utilisée aujourd'hui par à la fois le grand public et surtout ce qui va nous concerner, le monde professionnel, comment elle s'intègre dans l'environnement de travail de la gestion de patrimoine. Qu'est-ce que l'on a prévu de faire en matière de formation à l'intelligence artificielle avec les différents cas d'usage qu'on peut mettre en pratique, de quelle manière on approche le sujet en termes de méthode, notamment de prompting, c'est-à-dire de manière de poser des questions à une intelligence artificielle pour obtenir de bons résultats. Et puis, Mylène présentera le calendrier, la préparation de cette formation avant de passer aux questions-réponses. Alors, pour commencer, quelques mots sur ce qu'est l'IA, qui est apparu dans sa forme actuelle autour de 2017. D'abord, pour bien comprendre, il s'agit d'algorithmes, c'est-à-dire de méthodes de calcul et de traitement informatique qui sont combinés à un volume très très important de données que l'on fournit pour l'apprentissage du système, qu'on appelle Large Language Models, des modèles larges de conversation et qui permettent d'effectuer des raisonnements ou un certain nombre de tâches qui étaient jusqu'alors dévolues plutôt aux humains. Ça permet de comprendre ou de traduire, ça permet d'analyser des données, ça permet d'identifier des situations particulières, par exemple de conformité, de produire des synthèses, de formuler des recommandations, voire même d'enchaîner des tâches automatiquement. L'IA repose sur des calculs probabilistes. C'est une grosse différence avec les modèles précédents que je présente immédiatement, qui sont donc différentes composantes qu'on appelait les réseaux de neurones ou qu'on appelait l'informatique cognitive, parce que, et c'est ce qui va principalement nous concerner, nous allons du coup travailler autour de l'apprentissage automatique que peut faire l'intelligence artificielle, et puis le traitement en langage naturel. C'est une base probabiliste. Ça veut donc dire qu'elle donne un résultat probable, jamais un résultat sûr. Si bien que si on lui fait faire des calculs très complexes, le risque d'erreur est important. Il faut donc s'appuyer sur plusieurs outils pour être certain d'obtenir un bon résultat fiable. La portée de l'IA dans notre quotidien, ça n'est plus un phénomène disons, de mode, d'accord, ou qui pourrait être ponctuel. C'est des cas d'application multiples dans de nombreux secteurs, quasiment tous les secteurs d'activité, y compris intellectuels. Donc, ça va nous concerner en tant que conseil vis-à-vis de clients et pour un très large champ d'usage. On a plus de 500 millions d'utilisateurs actifs recensés en 2025 chaque semaine, hein, sur notamment ChatGPT et Mistral, sans même parler des autres IA qui existent, avec une adoption massive qui commence à concerner également la gestion de patrimoine, qui ne fait pas exception à ces débuts d'apprentissage.
notamment autour de promesses de gains d'efficacité, de la facilité d'accès à de l'information fiscale, réglementaire, des conseils personnalisés ou la possibilité de venir rehausser la performance des préconisations d'investissement qui peuvent être fournies par le conseiller en gestion de patrimoine à ses clients. Les usages actuels de l'intelligence artificielle sont très très vastes, je le disais. On a différentes études qui confortent l'adoption progressive en France de cet outil d'intelligence artificielle, puisqu'on a 39% des Français qui l'ont déjà utilisé. Ils expérimentent, tous usages confondus, en moyenne, 4 grands domaines, de la recherche, de la rédaction, de la traduction ou la gestion de données. Dans le domaine de l'entreprise, cette fois-ci, on a seulement 32% des salariés qui utilisent systématiquement les outils d'IA qui ont été fournis par leur entreprise et homologués par leur entreprise. Ça veut donc dire qu'on a aussi 55% des salariés qui utilisent une IA sans en informer leur hiérarchie ou en dehors du cadre que la direction informatique fournit, dont 1 sur 5 quotidiennement. C'est ce qu'on appelle le shadow IA, c'est-à-dire en quelque sorte l'IA non visible à l'œil nu par les directions informatiques. On va y revenir, ça peut présenter un certain nombre de risques d'exfiltration de données ou de risques de cybersécurité. Autre point important, seulement 10% des collaborateurs d'entreprise ont été formés par leur employeur pour utiliser convenablement l'IA. Alors finalement, sans surprise, il y en a une étude l'an dernier de McKinsey qui a été publiée, qui a fait un certain retentissement. 95% des entreprises, plutôt de grande taille, ETI et grandes entreprises, qui étaient interrogées, disent être déçues par les résultats concrets de l'IA. Sans grande surprise. En réalité, l'IA, ça n'est pas une baguette magique. Sans des cas d'usage précis, avec un cadre rigoureux d'utilisation, les résultats seront péniblement au rendez-vous. Lorsqu'il s'agit d'entreprises beaucoup plus petites, solopreneurs, profession libérale, petit cabinet de conseil en patrimoine ou agence immobilière, on n'a pas les moyens d'une grande entreprise. Eric dit qu'il ne voit pas la présentation. Mylène. Parce que effectivement, je projette bien une présentation. Tu es mute, Mylène. Oui, me revoilà, excusez-moi. Il faut peut-être juste, c'est peut-être un problème de connexion, il faut peut-être juste sortir et revenir parce que moi, je vois parfaitement la présentation qui se déroule. D'accord, donc je c'est pas un poursuis. problème chez nous. Voilà, tu Entendu, peux poursuivre. désolé Eric. Voilà. Donc je poursuis, oui. Brigitte non plus. Donc, est-ce que vous êtes nombreux dans ce cas? On va peut-être quand même vérifier qu'on a bien la projection des données. D'accord, merci Bruno, ça marche. Donc, pour certains d'entre vous, effectivement, la solution, c'est peut-être de sortir du webinaire et de vous reconnecter. Il y a peut-être eu un bug, ça peut arriver avec nos outils Teams et autres. Je poursuis donc, notamment pour vous indiquer quelques cas d'usage fréquents dans le domaine professionnel. On vous met en bas quelques sources. On vous fournira évidemment les liens et vous pourrez vous connecter à l'ensemble de ces sources d'informations intéressantes. On a mis en surlignage orange des domaines d'exploitation de l'IA qui vont plus correspondre à ce à quoi la formation proposée se consacrera. En particulier, synthétiser, résumer un sujet, des données à partir de documents confidentiels, par exemple, analyser des textes, des données, les synthétiser, etc. Ou bien déléguer certaines tâches de votre travail au quotidien pour éviter des ressaisies, éviter des relances clients, etc. Mais on peut bien entendu, avec une IA, faire de nombreuses recherches, soit à l'intérieur d'un contexte privatif et confidentiel, soit plus largement pour aller chercher des informations, obtenir un résumé de qui est Jean Bouvier en demandant à Gemini ou à ChatGPT d'aller explorer LinkedIn, l'ensemble des sources d'informations et de lui demander en une page A4 de faire une bio synthétique de qui est cet individu. Donc vous avez la possibilité d'aller faire des explorations et des recherches sur le web, mais également d'obtenir des résumés de textes ou de documents et donc de faire à l'IA le dernier devoir de philo de la petite dernière, juste pendant ses préparatifs de bac blanc, et l'IA sera capable de produire des choses. Évidemment, ça sert aussi à faire un certain nombre de choses, notamment des choses un petit peu ludiques. Alors, j'emprunte à une relation professionnelle qui s'appelle Guillaume,
et qui travaille dans une agence immobilière, sa grande créativité en utilisation de l'IA, puisque vous le voyez ici dans différents contextes bien évidemment inexistants, hein, qui ont été générés par l'intelligence artificielle à partir de ces prompts, qu'il utilise sur son profil LinkedIn pour commenter l'actualité, mettre en situation de manière amusante des sujets sérieux dont il parle autour de l'immobilier, de la réglementation, etc. Grand bien vous en fasse. Je pense que c'est une manière intéressante de s'approprier les bons codes, de voir comment un prompt peut réussir ou donner un résultat décevant, voire même en reproduisant 5, 6, 7 fois exactement le même prompt, avec exactement les mêmes instructions, vous obtiendrez même, très probablement, des résultats différents, parce que comme je le disais, l'IA est probabiliste, et donc, au fur et à mesure que vous confortez avec vos propres prompts, que vous réitérez la même demande, elle va ajuster ses stratégies de présentation de résultats. Donc finalement, on n'a jamais deux fois le même résultat. Mais si l'on revient à des choses un petit peu plus sérieuses, dans le domaine de la gestion de patrimoine, J'imagine, oui. les domaines d'application, bien entendu, vont tourner autour de la réalisation au quotidien de l'ensemble de vos tâches, que ce soit pour renforcer la pertinence des recommandations personnalisées, que ce soit en matière de fiscalité, de solutions d'investissement, d'adéquation de ces solutions par rapport au contexte particulier du client et de son environnement familial ou professionnel. Ça peut être pour générer des documents réglementaires à partir de formulaires, par exemple pour le document d'entrée en relation, pour le rapport d'adéquation, pour l'ensemble des documents périodiques qui doivent être mis à jour et que supervise l'ORIAS. Ça peut être aussi pour en vérifier la complétude, pour en vérifier la signature, pour en vérifier la présence dans un dossier. Également, autre cas d'usage évident, c'est de répondre lorsque, par exemple, un coup de fil arrive au client qui pose une question sur tel ou tel sujet, en activant une exploration grâce à l'IA de l'ensemble de la documentation que l'on a réunie, ou en activant des agents conversationnels permettant de déclencher un traitement, par exemple le renvoi d'un fichier ou ce genre de choses. Et donc, ces différents cas d'usage feront bien entendu partie, ce sera même le cœur de cette formation de 3 heures que l'on se propose de réaliser. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est comme ça que moi j'aime bien présenter les différents domaines de l'IA, c'est qu'il n'y a pas une intelligence artificielle, il y a de nombreux outils qui sont à notre disposition, avec des philosophies et un encadrement qui vont être très différents les uns des autres. Donc c'est une forme de boîte à outils aussi sûrement que l'artisan travaille avec plusieurs outils. Il a un marteau, un tournevis, une scie, une foreuse, et vous n'utilisez pas le marteau exactement dans le même contexte que pour visser ou pour percer un trou, bien évidemment. Eh bien, c'est la même chose avec l'intelligence artificielle. Si vous demandez à un outil d'intelligence artificielle, comme par exemple ChatGPT, d'exécuter l'ensemble de vos besoins, notamment dans le domaine professionnel, alors, on va y venir, vous prenez un certain nombre de risques, notamment autour de l'exfiltration des données. Si on les passe en revue, on a une forme d'iceberg, c'est d'actualité avec nos sujets du Groenland. Si je commence par le haut de la forme, l'IA générative grand public, typiquement ChatGPT, Mistral, Perplexity, vous permet d'utiliser des données publiques et des sources externes d'informations pour synthétiser et générer du contenu. Vous fournissez une image, et puis, tout comme notre ami Guillaume, vous vous mettez en scène et ça vous permet de communiquer de manière amusante dans un contexte professionnel, par exemple, pour fabriquer une carte de vœux. Vous pouvez aller explorer des contenus pour aller chercher, par exemple, les derniers textes de loi sur la fiscalité, par exemple, IFI ou sur le loyer meublé non professionnel. D'accord? Donc, ça permet de recueillir de l'information et de demander de la synthèse, d'extraire des données clés, d'élaborer un tableau en demandant une restitution sous forme de tableau ou sous forme de liste. Très bien. On a un deuxième niveau d'intelligence artificielle qui est là encore générative et plutôt centré sur des secteurs d'activité. Dans notre domaine de gestion de patrimoine, on peut citer Fidgen AI, qui est une structure récente française et qui vient se coupler à des outils du métier comme Visio, par exemple, ou Wellscom. Et elle va s'appuyer sur des données internes qu'il faut transformer et rendre anonymes, couplées avec des informations externes, par exemple les DC, enfin les différentes brochures, les informations de paramétrage de telle solution de placement, pour vous permettre d'élaborer des scénarios
d'investissement, avec des degrés de pertinence par rapport à la situation du client qui est totalement anonymisée, mais qui ressort un certain nombre d'éléments chiffrés. Par exemple, des précaux d'investissement ou ce genre de choses, ou d'arbitrage. Ces deux parties-là, moi, je les appelle outside in, au sens où j'ai des données externes et je les rapatrie en interne pour les intégrer dans ma production intellectuelle dont j'ai besoin pour procurer le conseil attendu du client. Outside in, je fais venir de l'extérieur ces données. Il y a un deuxième compartiment de jeu de l'intelligence artificielle à laquelle dont nous relevons davantage, que j'appelle inside out. J'ai des données confidentielles qui ne peuvent pas sortir. Or, si je fournis un avis d'imposition d'un client ou des caractéristiques particulières, documentaires d'un client de manière nominative à un algorithme en vue de lui demander un résumé, d'extraire des informations, de vérifier la cohérence par rapport à une situation fiscale, je prends un énorme risque. Il y a même une certitude que l'ensemble des données de ce document seront intégrées en réapprentissage par cet algorithme. C'est-à-dire quand il s'agit de ChatGPT, OpenAI récupère ces données, les stocke dans sa base de données, les fait digérer par son intelligence artificielle qui pourra ressortir ces informations en disant compte tenu des cas d'usage qu'on m'a demandé et de ce que j'ai déjà rencontré, ce que j'ai déjà analysé, alors je dis que la bonne réponse ou cette situation particulière, elle est pertinente. Le problème, c'est que vous exfiltrez des informations confidentielles de votre client à son insu, sans son consentement, et que vous ne savez pas où ça va. Aux États-Unis, en Chine, si vous utilisez DeepSeek, etc. Donc là, il faut être beaucoup plus prudent. On a un premier niveau que j'appelle intelligence artificielle automation, d'automatisation de traitement, tout particulièrement dans le domaine du marketing. On a vu récemment à Patrimonia ou dans d'autres salons comme Rent, un grand nombre d'éditeurs de logiciels d'IA qui proposent ce type de solution pour automatiser la prospection, par exemple. Donc là, dans cette figure, prenons le cas de Airtable, que probablement certains d'entre vous connaissent. Ça vous permet de générer des emails et des campagnes avec un niveau de segmentation assez fin pour faire du push marketing, aller solliciter vos prospects, puis ensuite vos clients à partir de vos données clients. Le risque que ça présente, c'est qu'à minima, l'email de ce client ou de ce prospect fera partie de l'ensemble des données qui sont utilisées par Airtable et potentiellement donc exfiltrées en dehors de vos bases de données protégées. Mais ça permet déjà de faire, disons, une partie du travail en interne si vous prenez les bonnes précautions pour ça. Le dernier compartiment du bas, c'est celui où se trouve Trizy. C'est une IA pour explorer des contenus qui est complètement cloisonnée. Ça veut dire qu'elle est conçue pour explorer, extraire des données, comprendre les contenus documentaires ou les données, les relier, les exploiter, mais de manière totalement privative, sans aucun réapprentissage vers les logiciels qui pourraient être éventuellement utilisés de l'extérieur et qui sont intégrés. C'est une IA qui, du coup, est spécialisée métier pour chacun des métiers, pour les CGP, family office, courtier de crédit, etc., et qui n'exposera pas les informations manipulées pour vous les présenter en résultat de vos requêtes, de vos prompts, vers l'extérieur. Il y a un certain nombre de bénéfices et de risques, donc vous le comprenez, hein, à utiliser une IA selon le compartiment d'outillage où vous vous trouvez. Lorsqu'on est en haut, outside in, on a une certaine simplicité, souplesse pour pouvoir utiliser ces outils. Voire même, par exemple, vous pouvez utiliser Perplexity, ChatGPT gratuitement. Et encore une fois, pour générer des images ou aller chercher du contenu sur le web, pourquoi pas. Vous pouvez prendre un abonnement à 20 € sur ChatGPT qui vous permet d'avoir un accès immense à des contenus pour, par exemple, extraire à partir de données anonymisées un certain nombre de choses sur la pertinence de l'approche fiscale vis-à-vis du client, etc. Mais vous prenez souvent un risque d'avoir des hallucinations, c'est-à-dire que les réponses qui sont fournies n'ont rien à voir avec le schmilblick. C'est une divergence, voire même être victime de trolls. Un troll, c'est une démarche malveillante qui consiste à, de manière très répétitive, sur de grands volumes statistiques, à répéter un mensonge, de manière à ce que l'IA l'intègre petit à petit comme une vérité. D'accord ? On a eu un certain nombre de cas sur lesquels on pourrait revenir, et je répondrai à vos questions si vous en avez là-dessus. Mais il faut s'en méfier, parce que du coup, ça devient une vérité, alors qu'en réalité, ça ne repose sur aucun fondement réel ni factuel. L'IA
peut, dans ce contexte, être une porte d'entrée à des cyberattaques. Donc, il faut être quand même prudent aussi sur ce que vous réintégrez et réinjectez, par exemple, quand vous utilisez du code externe ou des petits exécutables qu'on vous fournit gratuitement en disant dans ce post LinkedIn, tape moi aussi, vous tapez moi aussi et vous recevez un petit fichier Excel magnifique pour la gestion de vos commissions, mais vous pouvez avoir du code malveillant dedans. Donc, soyez quand même attentifs à ça. Et puis, ça a une empreinte carbone vraiment mauvaise. Ces modèles larges consomment, rendez-vous compte, entre une IA frugale et une IA pour générer, par exemple, des petites vidéos, des petites capsules, etc., de 1 à 61 000 fois plus d'électricité et d'eau de la part des data centers. Et donc, ça peut être extrêmement consommateur de notre carbone. Plus on descend et plus on va vers le inside out, plus on va avoir quelque chose de resserré, voire un petit peu étroit, c'est-à-dire plutôt orienté productivité, gestion administrative, etc., mais qui devient un assistant personnel complémentaire. Ça ne veut pas dire que l'une et l'autre s'opposent, ça veut dire que l'une et l'autre vision se complètent pour des usages et des besoins qui vont être différents. Donc, nous, on va se concentrer, là, à partir de maintenant et dans la formation de février, sur ce dernier compartiment de l'iceberg, le plus bas. Et je vous montre ici quelques cas d'application qui sont intéressants dans le domaine de la gestion de patrimoine et de l'accompagnement des clients sur la préparation de leur retraite ou l'optimisation de leur patrimoine. Tout d'abord, sur un premier domaine de besoin qui est très chronophage, qui est souvent une charge mentale importante pour les cabinets, qui ne fait que se renforcer chaque année, c'est la conformité. Par exemple, là, je liste à chaque fois le résumé en quelque sorte d'une requête, donc d'un prompt, c'est-à-dire d'une manière de formuler votre question vis-à-vis de l'IA, de manière assez sèche. Il n'y a pas de formule de politesse ou de choses comme ça. Vérifie la présence du DER ou du RIP signé dans le dossier Intel ou dans l'ensemble de mes dossiers clients. Vérifie la présence et la conformité des cartes professionnelles, carte T ou carte G. Pointe la checklist du dossier de prêt du client Intel et dis-moi quels sont les documents qui ne sont pas encore présents, par exemple. Vous voyez, donc voilà un premier domaine d'activité autour de la conformité qui permet d'accélérer en fait le traitement autour de la complétude et de l'authenticité ou de la conformité des pièces documentaires. On peut effectuer un certain nombre de recherches. Par exemple, extrait des statuts de la société Intel, les associés et les pourcentages de détention. Parce que je prépare, par exemple, le rendez-vous avec un entrepreneur qui a pris rendez-vous avec moi et qui s'intéresse à mes conseils et je souhaite mieux connaître qui il est. Recense en liste mes clients qui ont un montant fiscal de plafond déductible pour l'épargne retraite supérieur à 15 000 euros à partir des derniers avis d'imposition. Et là, donc, j'ai une série de bullet points avec les 8, 10, 15, 20, 200 clients qui ont encore de la poudre pour des propositions d'optimisation d'épargne retraite. Donc, ça génère pour moi un flux de travail que je vais pouvoir exploiter et donc qui est un retour sur investissement presque immédiat dans mon action commerciale. Autre domaine intéressant que l'on peut exploiter dans ce contexte privatif, fabriquer des résumés. Synthétise-moi les décisions votées sur les 5 dernières assemblées générales de la résidence Intel pour la pause de climatisation. Quand on a des clients en gestion locative et qu'on travaille conjointement avec un agent immobilier, il peut y avoir des synergies intéressantes à exploiter. Et on a reçu cette question du client en gestion locative, on ne sait pas répondre, mais pour le coup, on a les documents qui sont dans un partage collaboratif et donc ça permet d'explorer, d'avoir la réponse presque instantanément pour répondre au téléphone à ce client. Ça peut être de comparer des programmes immobiliers, etc. De l'autre côté, en termes de calcul, là aussi, l'IA peut travailler conjointement avec des modules qui effectuent les calculs mathématiquement. Ce n'est pas l'IA qui va le faire, puisque c'est probabiliste, je vous disais, il peut y avoir des erreurs dans le calcul. En revanche, l'IA va solliciter un module de calcul qui s'appelle math et qui va effectuer le calcul exact et rapatrier le résultat. Exemple, consolide-moi les montants annuels de revenus locatifs qu'a perçu le client Intel sur le bien machin. Soustrais-moi les charges annuelles qu'il a réglées sur cette propriété. Voilà, deux exemples. Ou tout en bas, concernant le client Intel, fais-moi la somme des 12 bordereaux de commission Aviva de 2025. Pense à ajouter le total du bordereau d'allocation exceptionnelle de décembre 2025 pour que je puisse avoir une vision consolidée en vue de, par exemple, préparer mon rendez-vous avec le client. Voilà quelques exemples en fait de différents prompts et de cas d'usage qui vont
être détaillés et sur lesquels vous aurez une formation avec un environnement de travail vous permettant vraiment d'expérimenter et de vous familiariser avec la manière de prompter une IA de cette nature. Il y a une question, est-ce que je réponds maintenant aux questions ou pas, Mylène, ou est-ce qu'on les garde pour la fin? Au fil de l'exposé? Je pense on va les garder pour la fin. Quand on aura D'accord, terminé, on reprendra toutes les questions d'accord, les unes après les autres. OK? ça me va, entendu. Dans cette formation, ben, on va parler d'un sujet qui est que ben, prompter, ça se domestique. C'est pas inné. Il y a une formulation dans la profession qui est le zéro shot. Alors, ça n'a rien à voir avec un coup d'alcool. Le zéro shot, c'est le fait d'être capable d'obtenir, dès la première formulation de votre prompt, un résultat parfait, c'est-à-dire parfaitement calibré par rapport à votre besoin. Ça, c'est comme un 20 sur 20 en philo, c'est très rare. Et donc, malheureusement, il y a un apprentissage. C'est un apprentissage, voilà, tout comme un artisan apprend à patiner son travail. C'est un apprentissage continu, à la fois pour vous, utilisateurs, pour dire, bon, ce prompt n'est pas bon, je recommence, je change la formulation, je rajoute un mot, je mets des guillemets dans l'expression que je veux qu'il aille chercher dans un document, etc. Mais c'est aussi un apprentissage pour l'algo avec lequel vous dialoguez. Et au fur et à mesure des feedbacks que vous lui fournissez, en expliquant ce qui ne vous a pas convenu, eh bien, il va pouvoir raffiner ses réponses, puisqu'il va continuer à apprendre au contact de vous et uniquement vous. En tout cas, chez Trizy, cet apprentissage, il ne remonte pas avec les autres utilisateurs. Vous êtes seul avec la machine et la machine, on vous a livré une capacité d'un enfant de 8 ans qui sait lire, compter, résumer, etc. et chanter peut-être. Et à partir de là, vous allez poursuivre cet apprentissage de la machine en lui fournissant du feedback. Vous avez une grande flexibilité dans l'adoption du ton. On peut dire, et c'est paramétrable, tu peux me tutoyer ou je souhaite le vouvoiement, de l'humour ou pas, de la concision, l'ajout d'hyperliens avec les sources, par exemple. Bref, vous pouvez définir les règles du jeu dans l'échange entre la machine et vous. Et puis, il faut absolument respecter un point important, c'est être extrêmement condensé dans vos... il faut qu'il y ait du contenu condensé. Donc, vos formulations doivent être des instructions. Il n'y a pas de conversation, il n'y a pas de formule de politesse, pas d'emoji, pas de, même votre, si vous introduisez de l'humour, il va vous répondre avec de l'humour, mais il ne va pas répondre complètement la réponse non plus. Voilà, donc c'est important d'avoir quelque chose d'assez sec. C'est pas une impolitesse, c'est juste que vous parlez à une machine. Et puis, plus le périmètre de l'analyse que vous demandez sera resserré, voire répétitif, avec du feedback, plus l'IA vous fournira de bons résultats. Ça semble presque une lapalissade, mais c'est ainsi que petit à petit, on obtient de très bons résultats. C'est en remettant l'ouvrage, etc., que ça s'améliore. Je vous mets en bas quelques exemples de bonnes pratiques de la manière de rédiger des prompts et de fournir des instructions. Par exemple, n'invente jamais de chiffres. Ah oui, sinon, l'IA, elle a envie de vous donner satisfaction. Vous l'avez sans doute entendu dans les infos. Voilà, ça a tendance à vouloir aller dans le sens des personnes qui s'interrogent, qui se posent des questions sur leur vie, etc. Et ça peut aller jusqu'à des déviations dangereuses, par exemple auprès d'adolescents. Donc là, en l'occurrence, on lui dit, n'invente aucun chiffre. Si tu as un doute, dis-moi par écrit que tu as un doute. Ou si le chiffre est égal à zéro, écris-moi que c'est égal à zéro. Respecte les étapes de ma demande. Si j'ai plusieurs étapes, je te demande d'abord de faire ça, puis extraire ça, puis calculer ça, etc. Respecte l'ordre dans lequel je te l'ai demandé. Si je te demande d'identifier des dossiers incomplets, réfère-toi à la checklist attendue pour identifier ce qui manque. Sinon, il va l'inventer. Parce qu'évidemment, c'est une machine. Elle a, disons, une intelligence toute relative. Vérifie ton travail une deuxième fois avant de donner ta réponse. Ça, c'est pas forcément intuitif. Mais si on lui demande, l'algorithme va réitérer une deuxième fois pour conforter la solidité de sa réponse. Comme c'est probabiliste, s'il y a un écart par rapport à la première fois, il va réitérer en disant ça fait 3 fois que je recommence et il semble que ça soit ça la bonne réponse. Mais il va utiliser peut-être le conditionnel, ce qui vous évitera de partir sur une mauvaise réponse, que de toute façon vous devez rechecker systématiquement. Ça, c'est quand même une bonne pratique également. Présente tes résultats sous forme de liste. Donc, il va le faire avec des bullet points. Présente-moi le résultat sous forme de tableau. Le tableau de synthèse, par exemple, sur les nouvelles dispositions LNMP, il va vous le présenter sous une forme de tableau et en fonction des caractéristiques des contribuables. Comment effectuer un classement en ordre décroissant ou croissant? Voilà, donc toutes ces choses-là, vous pouvez les fixer et c'est vraiment des bonnes pratiques que de préciser comment vous souhaitez travailler. Et puis, vous pouvez également lui dire d'éviter des suggestions.
Par exemple, euh, est-ce que si tu souhaites plus d'informations, je te suggère de faire ça ou ça. À la limite, vous pouvez évacuer ce genre de suggestions. Voilà principalement ce qui sera le contenu de cette formation qui sera sur une matinée de 3 heures avec un apprentissage de type formation-action où vous pourrez vraiment toucher du doigt, prompter vous-même, explorer des fichiers, voir les résultats, rejouer, recommencer sous ma supervision de manière à ce que vous puissiez progresser et comprendre pas à pas comment améliorer les choses. On vous fournira un compte gratuit sur lequel vous aurez déjà des fichiers. Vous pourrez donc commencer directement à travailler sur des fichiers professionnels en évitant des hallucinations ou des remontées intempestives d'informations vers des algorithmes externes. L'interface que vous utiliserez se présente de cette manière-là. C'est un écran dans lequel vous avez sur la droite, par exemple, on ne voit pas très, très bien, mais c'est écrit en tout petit, vous avez des, un champ dans lequel vous pouvez saisir votre prompt avec des points. Vous pouvez mettre autant de phrases que nécessaire pour bien décrire votre besoin. Ça peut prendre une taille beaucoup plus importante que l'exemple qui est ici. Vous déclenchez la requête, l'algo se met à raisonner et il vous détaille le raisonnement pas à pas en disant je suis allé chercher tel fichier, je l'évacue parce qu'il n'est pas pertinent pour telle raison, je garde celui-ci et celui-ci parce qu'ils ont telle et telle caractéristique. En dessous, il vous présente son résultat de synthèse avec les fichiers sous forme d'icônes sur lesquels vous pouvez cliquer pour aller vérifier la concordance entre ce qu'il vous avance et le résultat concret. Et puis, sur la partie du milieu, au milieu à gauche, vous avez l'historique de tous vos prompts sur lesquels vous pouvez revenir, vous pouvez les détruire, vous pouvez fournir du feedback, etc. Ce qui vous permet de gérer au fil du temps cet apprentissage et l'enrichissement finalement de votre approche, un peu à la manière d'un Perplexity pour ceux d'entre vous qui connaissaient déjà cet outil. Alors je laisse la main à Mylène pour qu'elle puisse vous présenter les aspects plus concrets de cette formation. Oui, alors ça va être très rapide, hein. Donc, elle aura lieu donc sur notre classe virtuelle, hein, pour ceux qui ont l'habitude, notre outil Global, hein, qui est un outil collaboratif, le 5 février 2026, le matin de 9 heures à midi. Restez avec nous jusqu'à la fin. Donc, la formation, elle a une durée de 3 heures. Elle est normalement à 190 €, ramenée à 140. On vous communiquera un petit code promo et on limite cette formation vraiment à 15 participants pour que vous puissiez, que vous ayez le temps de participer de manière active, de tester, etc. Donc, on ne veut pas des gros groupes. Si jamais nous sommes victimes de notre succès, ben nous démultiplierons cette formation également à une autre date, hein, ou à d'autres dates. Donc, c'est ce qu'on espère. Voilà. Cette formation, elle est prise en charge par les OPCO. C'est-à-dire que si vous avez un budget formation en tant que dirigeant salarié, dirigeant non salarié ou salarié, c'est la formation, étant donné qu'elle fait elle a une durée minima de 3 heures, eh bien, elle est éligible aux OPCO, donc AGFIS, FIFPL, OPCO Atlas. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous remettre mon numéro de portable, mon adresse mail et à la fin de cette présentation, nous vous donnerons le code promo qui vous donnera une réduction de 40 € sur le prix de cette formation. Voilà, je te relaisse la main, Jean. Je te remercie. Moi, j'en ai presque fini. Je vous invite, si ça vous motive, à nous solliciter et demander le lien URL qui vous permettra d'utiliser gratuitement notre IA avec un nombre limité de fichiers. Ça peut même se faire en préparation de la formation, en complète autonomie et en complète sécurité, sérénité sur la confidentialité de ce qui s'opère à l'intérieur de ce panel de documents que vous pourriez charger dans votre Trizy gratuit. Et ça vous permet déjà de vous familiariser, donc d'arriver avec des questions peut-être plus pointues, plus précises, même si cette première session de formation a la vocation à être, disons, plus une première assimilation des bonnes pratiques. Et en fonction du résultat de cette première formation, au-delà de réitérer plusieurs fois la même session, on verra avec Mylène et l'équipe pédagogique l'opportunité de pousser plus loin avec une formation plus pointue, je dirais pas d'expert, mais en tout cas quelque chose qui permette vraiment d'aller beaucoup plus loin sur la manière de coupler, par exemple, une IA externe avec cette IA interne,
voilà, de différentes subtilités qui peuvent être nécessaires pour aller jusqu'au bout de l'exercice. J'ai pas forcément commenté le résultat des sondages. Alors, je vais chercher où ça se trouve. Je suis pas sûr de le retrouver. Il faudrait que je sois un expert de Teams. Alors, Ah oui, voilà. on le retrouve aussi dans le fil de la conversation. Dans le fil de la Tu peux regarder, conversation, oui. Jean. Oui. Oui, Quand tu oui, remontes, tu vois le nombre de réponses, le pourcentage, etc. oui. Ah, alors, ce qui me paraît intéressant déjà, c'est tac, 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 afficher le sondage. Euh, Par exemple, parmi les participants, ceux qui sont déjà familiarisés, ont déjà eu l'occasion de jouer, de tester l'intelligence artificielle, euh, ce qui est bien. On a 21% des répondants qui disent oui, oui, ça me donne entière satisfaction. Donc j'arrive à un certain niveau de maîtrise de mes prompts et de la manière d'exploiter l'intelligence artificielle. Je me sens devenir expert, donc ça c'est une bonne chose. Quand même, 78% disent bah, j'ai souvent des résultats décevants. Effectivement, par rapport à ce qu'on s'est dit, sur la manière de prompter, la manière de resserrer, de fixer des règles du jeu, un cadre, de rappeler des règles à l'outil, je pense que la formation qu'on vous propose permettra vraiment de comprendre entre un prompt trop laxiste en quelque sorte et un prompt bien plus resserré, on peut obtenir des résultats probants. Alors ça nous arrive aussi, hein, je l'avoue, notre équipe parfois fait des tests et obtient un résultat qui est décevant, où on est trois à tester la même chose avec les mêmes fichiers et on va obtenir un bon résultat et le deuxième va obtenir un mauvais résultat. Encore une fois, il faut rester vraiment humble. Cette logique de probabilité fait que, même d'ailleurs, mes développeurs informatiques, parfois, Benjamin, qui est notre responsable de la conception avec nous de cet algorithme, de cette exploitation, me dit parfois, je ne sais pas pourquoi l'algorithme a sorti ce résultat. Donc, on reste vraiment très, très humble par rapport à ça. C'est encore une fois une amélioration continue, hein, et un effort permanent, et on remet sur la table à chaque fois l'ouvrage pour l'améliorer. Est-ce qu'il y a des questions ou des suggestions qui ont été faites pour le Alors, contenu de la formation? oui, alors il y a déjà dans le module Q et R, donc questions et réponses. Julie dit, il y a encore des gens qui font des prompts sans demander la source avec le lien et sans relire le raisonnement pour comprendre la logique du modèle, avec un point d'interrogation, c'est une question donc. Oui, 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 oui. Alors, disons que dans certains cas, il y a certaines offres d'IA qui ne fournissent pas les sources. C'est-à-dire qu'en fait, on vous fabrique un résumé, par exemple, et vous n'avez pas systématiquement l'hyperlien étape par étape qui vous permet d'aller vérifier dans tel document, c'est tel paragraphe que j'ai extrait pour pouvoir amener cette réponse, etc. Il y a un point important aussi à bien comprendre, c'est qu'une IA, quand on dit qu'une IA va faire un résumé, elle ne fait pas un résumé. Elle concatène un contenu, c'est-à-dire qu'elle le fragmente, et elle va sortir des morceaux de puzzle, un peu comme une pixelisation, vous voyez, d'un écran, si bien que c'est pas un vrai résumé, c'est un pot pourri d'un certain nombre d'extraits tirés d'un ou de plusieurs documents. Et donc, lorsque vous utilisez une IA gratuite ou de type grand public, vous n'avez pas toujours toutes les sources qui sont présentées. Certaines prennent ces engagements et le font, d'autres pas. Ok, ensuite, qu'est-ce que je vois comme question? Alors, comment Trizy peut aider à créer le rapport d'adéquation à partir des documents d'investissement? Ouais, Voilà. je dis ici. Ouais, oui. Eh bien, alors c'est un cas d'usage qu'on pourra regarder. On a le DC qu'on a récupéré dans Trisim, donc dans la partie solution, d'accord? Donc l'ensemble des solutions qui nous sont fournies par les producteurs avec qui on est partenaire, donc compagnie d'assurance, banque privée, asset manager, private equity, etc. Et puis sur cette base-là, on va sélectionner les différents fichiers, on va lui demander d'élaborer un résumé du DC pour pouvoir reporter un certain nombre d'informations dans le formulaire. Et là, peut-il être utilisé pour vérifier la conformité des documents existants et identifier les éléments à vérifier ou compléter? Ah oui, absolument.
Ça veut dire quoi concrètement? Par exemple, je vais prompter et dire, j'ai 200 clients, d'accord, dans mon cabinet. Euh, Trizy, dis-moi quels sont les dossiers clients dont les pièces d'identité ne sont plus valides ou ne le seront pas, par exemple dans 3 mois, au 31 mars. Et donc là, il va explorer et vous extraire l'ensemble de ces pièces de conformité qui sont nécessaires dans le KYC. Autre exemple, Trizy, dis-moi si le dossier de Jean Bouvier présente bien un DER signé. Et donc, ça va explorer le fichier de Jean Bouvier et aller chercher les informations contenues dans le DER pour vérifier qu'on a bien une signature électronique avec un cachet de type UniverSign ou une signature manuscrite. Et à ce moment-là, nous, on utilise ce qu'on appelle de l'OCR, c'est-à-dire un scan de l'image pour pouvoir vérifier la présence de ces enrichissements et de ces signatures qui ont été rajoutées dans le PDF. Ok, donc je ne vois pas d'autres questions, sauf s'il y en a qui ont été rajoutées dans les Oui, questions Trizy et est-il rattaché à réponses. l'OCRM? Il y a une question qui vient Mm, d'être posée. oui, tout à Alors, fait. Trizy peut être connecté par ce qu'on appelle les API à différents outils externes. Par exemple, on l'est avec Microsoft 365 et peut l'être avec des API sur vos outils. Alors, j'ai envie de dire, c'est une réponse de Normand, mais bon, ça dépend du CRM. C'est-à-dire que Mm. on a une API avec Axonote, par exemple. Voilà, on peut avoir une API avec HubSpot. Il faut savoir que nous, on peut utiliser soit une connexion directe, soit une connexion avec un outil qu'on appelle Zapier et qui permet en fait d'interfacer et d'aller récupérer des données qui seraient présentes dans un outil de CRM avec lequel vous bossez. Ça peut être, je sais pas moi, Salesforce ou autre, ou un outil métier. Super. Donc, pas d'autres questions. Je vous ai indiqué dans la conversation donc mes coordonnées, mon numéro de portable, le code promo pour la formation. Pour les personnes qui sont déjà adhérentes de la compagnie des CGP, bah, comme d'habitude, elles passent par leur espace adhérent et elles vont sur le catalogue dans la rubrique promotion et elles trouvent la formation. Par contre, pour les personnes qui ne sont pas adhérentes ou qui n'ont pas créé de compte LCGP formation, je leur ai mis le lien du site internet par lequel elles peuvent s'inscrire et se connecter pour effectivement trouver la formation de la même manière. Mylène, Voilà. on a une réaction, pardon, hein, sur Ah, le créneau horaire oui, de notre alors j'ai formation. vu, oui, Hum, alors hum. effectivement, comme avec le décalage en Dom, outre-mer, ouais. etc., commence à 9 heures le matin, effectivement, pour vous, ça fait 3 heures. Bah, ce qu'on espère, c'est pouvoir du coup refaire une autre formation qu'on planifiera justement plutôt l'après-midi, pourquoi pas Oui. 14 heures. Et comme ça, au niveau des décalages horaires, bah, voilà, ce sera beaucoup plus confortable. Ou 15 heures même, pour que ce soit Oui, même effectivement à 15 9 heures, tout à heures. fait. 15 heures, 18 heures, c'est parfait. Absolument. Avec grand plaisir. OK, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie tous pour votre attention, en espérant Eh que ben, ce webinaire a répondu à vos attentes. voilà, mais nous vous Et remercions. Et puis, Jean, je te remercie pour cette participation active. Et puis, avec on se plaisir. dit à très bientôt. Surtout, bah, n'hésitez pas à contacter Jean si vous avez des questions par rapport à l'outil. Et moi-même, pour la formation, nous restons à votre entière disposition. Nous vous Merci remercions à pour cette tous. participation. Merci. Au À revoir. bientôt.